fait, il y a un décalage entre vous et nous. Donc, j'ai les commentaires en temps réel maintenant, mais il y a un petit décalage. Donc, c'est normal si quand vous me posez une question, je ne réponds pas tout à fait tout de suite. Donc, voilà. Et ensuite, si vous êtes sur Facebook, Instagram, je le dirai plusieurs fois dans la soirée, pour voir l'invité, il faut aller sur YouTube. Voilà, en gros, je vous ai fait toutes les recommandations d'usage. On va attaquer le live. Bonsoir Yannick et merci d'être avec nous ce soir. Hello mon Nico, je suis très heureux d'être avec toi, très honoré d'être dans ton émission, c'est un véritable plaisir. Merci. You are awesome. Bon, Yannick va pouvoir animer la soirée. Alors ce soir, vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas. Un blind test, voilà, c'est ça. Vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas, ça c'est la première chose. Je vais te laisser quand même te présenter parce que pour moi c'est quand même important. Mais on va quand même parler aussi, et je le dis aussi à mon invité par la même occasion, on va forcément parler de l'actualité, enfin je veux dire du confinement. Je pense que tu t'en doutes un peu. Dans mon émission, tu le sais, on parle investissement, argent. On va parler de ce sujet-là et Yannick… il a un large spectre, on va un peu aborder tous les sujets, j'ai prévu quelques axes qui vont vous intéresser, j'en suis sûr. Yannick, si tu veux bien, et je vais te laisser la parole, j'aimerais bien que tu te présentes aux personnes qui arrivent petit à petit. Donc bonsoir Mehdi, bonsoir Nicolas, bonsoir Julien, bonsoir à tous, vous posez vos questions et on y répond après. Yannick, je te laisse la parole. Salut à tous déjà, merci beaucoup Nico une nouvelle fois pour ton invitation. Moi je m'appelle Yannick Alain, je suis formateur, conférencier, je suis entrepreneur passionné aussi, je suis un passionné de business et on a souvent dit de moi que j'étais un très gentil. Quand j'étais petit on a toujours dit il est gentil, jusqu'à ce que finalement ça me faisait plaisir quand j'étais petit, puis ça m'a vexé quand j'ai commencé à avoir 15, 16 ans, 17 ans et jusqu'à ce qu'un de mes amis m'avait invité dans une conférence, me présente en étant gentil. 2 fois il me présente et 2 fois il dit il est gentil et moi je suis à côté, je me dis pourquoi est-ce que je ressens du malaise quand on dit de moi que je suis un gentil. Et donc du coup j'ai cheminé en fait donc dans mon business. Évidemment je suis infopreneur, ça marche très bien pour moi, j'ai une très bonne activité qui marche bien. Je ne crois pas que ce soit ce qui vous intéresse particulièrement, si ce n'est que j'ai ma vision de la réussite, je suis pas du tout axé sur les résultats, sur tout ça, et j'ai toujours été touché par les gens qui justement était profondément gentil et se cacher derrière le côté je suis trop gentil pour réussir. C'est quelque chose qui m'a toujours touché et je me suis toujours dit mais pourquoi ces gens-là ne comprennent pas qu'il faut apprendre à vendre, il faut apprendre le business, il faut apprendre les codes marketing pour arriver à se vendre. Et je me dis et pourquoi plutôt que de dire où on est gentil ou on est un businessman, on pourrait pas être un businessman gentil. Et donc du coup j'ai voué un peu ma carrière à tout ça. J'ai créé différents événements comme la Neuro Business Live, comme le Neuro Business Live pardon, comme la Journée de l'Audace, qui sont des événements à déclic pour moi. C'est-à-dire que je pense que je dois former les gens à faire du business parce que et les belles personnes, les gens qui ont des valeurs, les gens qui sont de belles personnes à faire du business, ça c'est une chose, à évoluer, à grandir et à réussir selon leur propre code de réussite. Et à la fois, je me suis fait un point d'honneur aussi à me dire que ces gens-là, souvent, ils se donnent pas les autorisations. Ils se disent, moi, j'aimerais bien réussir. Mais à la fois c'est pas pour moi, je suis trop gentil, ou alors ou c'est pas pour moi parce que je suis trop gentil, ou c'est pas pour moi parce que c'est toujours pour les autres. Et du coup de se dire et si tu te rendais compte à toutes les personnes qui regardent l'émission que au travers de la personne ordinaire que vous pensez être, il se cache un être extraordinaire, comme en chacun de nous. Et du coup, voilà, j'ai voué ma carrière un petit peu à ça, voilà, au travers d'événements, au travers de formations en ligne, au travers d'événements de rencontres. Voilà, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens. Je crois que l'internet c'est bien, mais l'internet ce n'est qu'une extension de nous-mêmes. Donc l'internet est un outil, mais encore une fois, moi j'aime aller à la rencontre véritable des gens. Donc je ferai toujours des événements où je vais rencontrer les gens, ça me plaît. Moi, vivre au soleil à Punta Cana et faire tourner mon business sans jamais voir personne, ça m'intéresse pas. J'aime aller à la rencontre des gens. Je suis un formateur, j'aime toucher les gens. Donc j'aime Internet, mais c'est juste une caisse de résonance pour moi pour rencontrer les gens en vrai. Et voilà. Donc je sais pas si je me suis bien présenté, c'est un peu le bordel, mais c'est non, mais c'est pas grave. Moi je vais quand même. Alors je sais sur quel axe je veux t'amener. Là c'est ton actualité. Ah, c'est Star Wars, c'est Star Wars. Mais on aime tous Star Wars. Salut Stéphane, salut Tom, salut à tous. Alors, moi, je sais sur quel axe je veux t'amener. J'aimerais qu'on arrive avant ta carrière d'infopreneur. Tu as été directeur commercial d'une grosse boîte. Absolument. En fait, j'ai fait ma carrière dans le commerce, qui était un peu une erreur, pas une erreur, mais un accident, plus qu'une erreur. Et en fait, parce que à l'école, j'étais vraiment nullissime. Et du coup, on m'avait dit à l'école, on m'avait dit, mais vraiment, j'ai pas suivi d'études. Elles m'ont plus poursuivi qu'autre chose. On va dire. Vraiment mauvais en fait. Tu sais pas jouer, Jack. C'est mauvais. Vraiment, ça marchait pas du tout. C'est joliment dit. J'ai été poursuivi par les études. C'est joliment dit.
Ah. Et en fait, du coup, je savais pas quoi faire en fait de ma vie. J'étais ni bon à l'école, ni bon en sport, ni manuel. Et du coup, une de mes profs principales m'a dit, bah tiens, à mon avis, pour toi, il y a que commercial. Et du coup, je me suis lancé dans cette carrière-là, mais curieusement, tu sais, moi, j'étais dans le milieu du commerce, mais je suis un gentil. Moi, tu sais, j'ai été élevé dans la campagne toulousaine. Tu sais, le truc, tu sais, viens les valeurs, la gentillesse, sois doux avec ton prochain. Puis quand tu arrives en fait dans le monde commercial, on te dit non. La gentillesse dans ton cul. Tu as l'air gentil, mais voilà, non. Et du coup, moi, je suis tombé sur des boîtes au début parce que comme j'avais pas d'études, je me donnais pas l'autorisation d'aller dans des. Tu sais, c'est toujours pareil. T'as le commercial qui vend à la sauvette, puis t'as le commercial qui vend des Airbus, quoi. Tu vois. Mais moi, étant donné mon niveau d'études, je me suis dit probablement que je dois certainement être un commercial à la sauvette. Et donc, du coup, j'ai été embauché dans ce type de boîte-là et qui n'avait aucune valeur. Et donc, ça n'a pas fonctionné pour moi parce que, bah, évidemment, j'étais le commercial, je crois, le pire commercial du monde. J'avais une voiture qui faisait plus d'huile que d'essence. Je payais pour aller travailler. Enfin, ma mère payait pour aller travailler. Enfin, tu vois, moi aussi, je suis très proche de ma mère. Ouais. Ma mère, elle m'envoyait travailler parce que j'étais payé qu'à la com. Et en fait, elle payait l'essence et moi, je vendais rien derrière. Objectivement, je vendais rien, quoi. Donc, j'étais un commercial raté et j'ai essayé, j'ai persévéré parce que de toute façon, il y avait que ça ou alors couper du bois. Et franchement, j'ai essayé de couper du bois. C'était dangereux, vraiment dangereux pour les gens, dangereux pour moi, dangereux pour tout le monde, pour les outils. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, ce qui serait bien, ce serait que tu trouves une boîte qui a des valeurs, en fait. Et donc, du coup, je me suis mis à postuler à des postes où j'estimais ne pas avoir droit de postuler. Donc, là où ils demandaient un BTS, où ils demandaient. Enfin, je crois que toi, tu as un peu d'études, toi. Tu as un BTS, toi, tu l'as, toi. Oui, j'ai un BTS, mais ne crois pas que c'est ce que tu crois. Enfin, c'est pas ce que tu crois, en fait. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui avaient un peu d'études parce que moi, j'ai un bac -2. Non, j'ai juste un bac professionnel. Et à l'époque, c'était la fosse des chiottes. C'était vraiment. Quand tu le disais même pas quand tu avais un bac professionnel. C'est vrai. Et donc voilà, et donc du coup, je me suis dit, ma petite amie de l'époque, Isabelle, que tu connais, me dit, pourquoi est-ce que tu décides pas de postuler à des postes où peut-être, tu sais, c'est un peu le meilleur. Et ça, c'est un conseil que je peux donner aux gens, c'est de dire, tu sais, essaie de viser peut-être plus haut que ce que tu crois que tu vaux. Mais attends, tu vas un peu vite, moi je vais te couper. Alors, tu t'es présenté là encore, pas sous le. En fait, tu as quand même réussi au final. Tu as quand même réussi à avoir un poste élevé. Voilà. J'ai réussi à avoir un gros poste parce que j'ai été directeur commercial, mais l'histoire d'avant, c'est que au début, c'était compliqué au niveau du commerce et tout ça. Et puis, au final, en fait, on m'offre le poste de directeur commercial. Pourquoi? Je suis casté, en fait. Je suis, moi, au comptoir d'une entreprise qui vend de l'informatique. Isa vient d'avoir son accident, pour tout te dire. Hein. Tu connais Isa. Ouais, Isa elle a été tétraplégique. Donc voilà. Et donc, il vient d'avoir son accident. Et moi, je décide, pour être plus proche d'elle de l'hôpital, de me dire, il faut que je me fasse embaucher dans une boîte d'informatique parce que c'est facile pour moi, je suis un geek. Et à la fois, je me dis ça. Donc, la boîte d'informatique, je suis au comptoir, sauf que je fais le show. C'est-à-dire que je suis à la rigolade, je rigole avec tout le monde. Et moi, au comptoir, là où il y a des gens qui reçoivent des commerciaux, qui reçoivent des gens dans un bureau et tout ça, je fais plus de chiffres que eux. Parce que je suis un fou. En fait, moi, je suis au comptoir, je rigole avec eux. Moi, ils viennent pour une clé USB, je leur propose un ordinateur portable à 2000 balles. Parce que je rigole. Mais je le fais tellement sous la rigolade et je propose tellement souvent que du coup, ils me disent des fois, pourquoi pas? En plus, vous êtes sympathique. Et du coup, je gagne tous les trophées qu'il peut y avoir dans la boîte. Et du coup, là, j'ai une personne qui me caste et qui me dit, mais toi, faut pas que tu sois là. Toi, faut que tu sois un putain de commercial de ouf. Et du coup, il m'embauche dans une boîte où il fallait avoir un bac +4, bac +5. Je cartonne dans cette boîte-là. Et une de mes clientes de cette boîte-là, à qui je cours après, qui s'appelle Maïté Quintana. Oui, je connais aussi. Et donc, du coup, parce qu'après, maintenant, c'est moi qui la mets un peu en avant quand je peux en parler tant que je peux. Et donc, du coup, Maïté, je tombe sur elle au téléphone, elle me dit, mais vous êtes un fou furieux. Venez me voir, je veux vous embaucher. En gros, hein, Et j'ai une histoire incroyable avec Maïté. Et du coup, elle m'embauche comme directeur commercial. Puis ensuite, je deviens entrepreneur, infopreneur. Je directeur général ensuite d'une autre boîte de transition. Et puis, du coup, j'en arrive là où je suis, à la Neurobusiness School, à tout ça. Voilà. Alors, on a tout reconnecté. Maintenant, je vais connecter avec nous pour que vous compreniez. Et après, on va parler de d'autres sujets, t'inquiète pas. Mais au départ, on va parler de ça. Alors moi, ce qui va m'intéresser dans ton parcours de commercial, c'est que nous, dans l'immobilier, on va pas se mentir. Si je te dresse le profil d'un investisseur, on va chercher le meilleur prix, on va négocier. Tu vois, on est vraiment dans une phase où, et c'est un peu le titre qu'on a choisi aujourd'hui ensemble, on n'a pas le profil de quelqu'un de gentil. Et toi qui as été du coup quelqu'un qui a managé des équipes, qui a aidé des commerciaux à vendre, qui a essayé de vendre et qui apprend aussi à vendre éthiquement, comment tu vois la vente aujourd'hui et aussi la négociation? C'est les deux points qui vont m'intéresser ce soir en première partie. Parce que, voilà, encore une fois, je vais reparler encore des investisseurs que je pense représenter.
nous, on a tendance à pas faire de sentiments. Hein. Quelque part, c'est un peu le propre de l'investisseur d'essayer de mettre de côté ses sentiments. Est-ce que toi, de l'autre côté, côté vendeur, et y compris côté négociation, parce qu'un vendeur doit négocier, tu penses qu'il y a possibilité de trouver des axes d'approche qui cumulent l'ensemble des éléments dont on est en train de parler, c'est-à-dire bienveillance, gentillesse, sans avoir la sensation de plumer l'autre. Tu vois tout ce que je veux dire? Ou est-ce que non, il faut être un arracheur de moquettes? Et c'est que comme ça qu'on arrive à vendre. Non, évidemment, moi, je pense profondément en fait que, tu sais, c'est Rabelais qui disait la science sans conscience est la ruine de l'âme. Et en fait, moi, j'aime beaucoup cette phrase-là parce que elle a tout son sens. En fait, toutes les plus grandes sociétés qui ont eu des grandes technologies à une époque, en fait, se sont retrouvées au bout d'un moment à s'effondrer parce qu'elles ont fait avancer beaucoup la technologie et finalement très peu leur sagesse et leur intelligence. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette phase-là. Aujourd'hui, le marketing, la vente, les techniques de vente, telles que je peux même les enseigner moi, tout ça, c'est de la technologie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux t'apprendre tout plein de techniques de conclusion, des techniques d'argumentation, des techniques de réponse aux objections, des techniques pour vendre ton prix et tout ça. Et tu sais quoi? Je les apprends comme tout le monde. Maintenant, la seule chose que je mets derrière, c'est l'intelligence émotionnelle et les valeurs que tu mets derrière. C'est tout ça, en fait, qui change. Parce que la technologie en elle-même, c'est la même. Facebook, tu peux t'en servir pour jouer à Candy Crush toute la journée, ou tu peux t'en servir pour faire du business, ou pour faire grandir les gens, faire passer un message qui va plus loin que toi. YouTube, c'est pareil. Ce sont que des outils, tout ça. Donc, pour moi, la vente et le commerce est un outil. La négociation, les outils de négociation sont des outils pour moi. Et ces outils-là, tu les utilises avec plus ou moins de conscience. Donc, maintenant, voilà, pour te dresser le tableau comme moi je vois les choses et comment moi ça a toujours réussi. Aujourd'hui, il fut un temps où on était dans une logique pour moi où moi on me disait vends et l'important c'est ce qu'on a en stock. Donc et on s'en bat les couilles. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Voilà. C'est ça, c'est très clair. Tu as une technique, tu as une déballe, tu as une stratégie, tu as un argumentaire. Prends ça, apprends ça par cœur et va vendre. Le loup de Wall Street, c'était vraiment ça. Ah, alors attends, je suis obligé de te couper. Je suis j'adore ce que tu es en train de dire parce qu'effectivement, le loup de Wall Street, il est dans cette position où il dit quand on vend, on connaît quelque chose de par cœur. Est-ce que tu peux juste nous donner ton avis sur cette question-là, par exemple? Je pense qu'il y a une part de vrai, ça dépend des vendeurs en fait, mais je pense qu'il y a une part de vrai dans le sens où quand tu es c'est différent parce que lui, il formait des vendeurs à vendre son produit. D'accord? Tout à fait. Donc lui est obligé de faire rentrer les vendeurs dans une espèce de système qui fait qu'à un moment donné, tu as un déroulé. Et ce déroulé-là, c'est son job à lui, de directeur commercial, de chef des ventes, de mettre les bons mots dans la bouche de ses vendeurs. Donc, si tu veux mettre les bons mots dans la bouche de ton vendeur, c'est important que tu sois un minimum scripté, que tu apprennes à tes vendeurs, soit la mécanique de vente. Donc, tu as deux choses. Quand tu as un nouveau vendeur, pour moi, il n'y a pas tellement le choix que de le mettre à la déballe, à lui dire voilà, tu as des mots que je t'ai donnés et ces mots-là, il va falloir que tu les appliques pour ensuite pouvoir créer ton propre style et que ce soit dans la prise de rendez-vous téléphonique, que ce soit dans ton processus de vente, que ce soit en R1, R2, R3, R4, tout dépend de ton processus de vente. Tu vends pas un Airbus en R1, ok? Donc, tu as un processus de vente, d'accord? Oui, c'est sûr. Le R1, c'est le rendez-vous 1. C'est-à-dire que tu as les entreprises, certaines entreprises commerciales qui te disent, si tu ne vends pas au rendez-vous 1, tu n'as pas vendu. En fait, tu vendras pas. Et tu as des entreprises qui vont te dire, ben non, c'est un processus dans lequel tu vas d'abord créer le lien, puis ensuite tu vas commencer à prendre, et le processus, il est découpé en plusieurs rendez-vous. Ça, peu importe. En tout cas, je pense, pour répondre à ta question, que si tu as une entreprise, que tu formes des vendeurs, c'est important que tes vendeurs aient un pitch de vente. Maintenant, ton pitch de vente, tu peux le faire au mot à mot, ou tu peux le faire avec des blocs dans lesquels tu dis, voilà, là, tu parles de telle chose, là, tu parles de telle chose, tu parles de telle chose, et c'est très important avant d'envoyer ton vendeur sur le terrain que tu sketches que toi tu fais le vendeur, ton commercial va jouer le vendeur, toi tu joues l'acheteur et tu vas lui essayer de le piéger pour qu'il s'entraîne et qu'il s'entraîne au discours. C'est important, c'est pas grave s'il met pas la virgule où il faut. Mais quand tu as des entreprises qui sont très très structurées d'un point de vue commercial, ces entreprises-là te disent tu apprends par cœur, tu la fermes, aujourd'hui tu apprends cette page, demain tu apprends telle page, et demain je te challenge. Donc je suis pas, on va dire un fervent admirateur et un fervent défenseur du par cœur. Néanmoins, je conçois que quand quelqu'un apprend la vente, que le mec il vient tout juste d'arriver dans une entreprise commerciale, il apprend, bah t'apprends par cœur. Parce que t'as pas trop le choix, t'as pas d'autre chose. Par contre, quand tu commences à avoir un vendeur qui a un peu de bouteille, un peu de stratégie, qui a déjà vendu de l'immobilier,
qui a déjà vendu tout ça, c'est intéressant de lui dire voilà la déballe ici, voilà les arguments, voilà notre politique, voilà nos valeurs, voilà où est-ce que tu peux aller en termes de négo. Et après, tu fais comme tu as envie. Mais c'est intéressant de voir de quelle manière lui, il va transformer ça. Et il va changer ça. Moi, ce que je faisais systématiquement en tant que directeur commercial et en tant que directeur général même, c'était un peu moins ma fonction, mais en tout cas, quand j'étais directeur commercial, ma fonction, c'était de dire, OK, les commerciaux partent. Ils ont d'abord appris un pitch de départ que je leur ai mis dans la tête. Donc, moi, j'ai rédigé, on va dire, un pitch de vente, que eux, ils vont. Et ensuite, on faisait des réunions commerciales tous les lundis. Les gars, boum, rapidement, conf call, t'as eu telle chose. OK, quelles sont les difficultés que tu as eues? J'ai eu du mal à répondre à telle objection. Soit, OK, est-ce que quelqu'un dans l'équipe a su répondre comme il faut à l'objection? Oui, moi j'ai répondu de telle manière. OK, très bien. S'il n'y avait pas la réponse, moi je disais, OK les gars, je vous trouve la réponse. Lundi prochain, j'ai la réponse. D'accord. Et moi, j'allais chercher la réponse avec mes outils à moi. Mais c'est toujours pareil. Soit tu apprends à pêcher, soit tu apprends à livrer le poisson. Moi, je leur donnais le poisson. Je leur disais, tiens, voilà. Tu les apprenais pas à pêcher. Ouais. Après, moi, j'ai appris en lisant des bouquins, en m'intéressant parce que ça me passionne aussi, la vente, ça m'a passionné. J'ai lu des bouquins, j'ai lu des réponses aux objections que je trouvais fabuleuses pour trouver les réponses à mes commerciaux. Ouais. Donc moi, j'en ai tiré une batterie de stratégies que tu peux appliquer dans ton entreprise. Et donc, du coup, que tu sois vendeur d'appartements, que tu sois vendeur de... C'est là où j'allais t'amener. Voilà. Je peux te donner un outil qui va te permettre de répondre à ça. Et peut-être que l'outil, il va peut-être pas te convenir. Par exemple, l'outil de réponse aux objections, par exemple, la question Colombo va peut-être pas t'aider à toi, mais peut-être qu'elle va aider un autre. Et donc, du coup, c'est en fonction des outils, tu adaptes et tu fais ton propre pitch. Alors, comment toi, tu négocierais une maison, en fait? Alors, je parle de la négociation, après on parlera de la vente. Comment toi, tu négocierais une maison avec ce que tu sais? Quelles seraient les choses que tu mettrais en place par rapport à ce que tu sais pour une maison, en fait, pour la négocier à la baisse? Alors déjà, moi, de mon côté, en fait, déjà, c'est en apprendre sur le vendeur. D'accord. Déjà, moi, je sais pas comment, je vais pas te donner une technique, te dire, voilà, tu fais oui, comme ça. Non, on est là pour dégrossir. Moi, comment je m'y prends? Moi, quand je veux acheter quelque chose, je me dois, et c'est une de mes particularités de vendeur aussi, c'est que en tant que vendeur, je me dois de faire monter en compétence mon client. C'est-à-dire que si mon client est un nul et qu'il ne sait pas acheter de l'immobilier, je me dois, moi, de le former pour qu'il devienne bon pour acheter de l'immobilier. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais que mon client, il va acheter en conscience. Si j'achète et que je lui explique tous les pièges sur lesquels, en fait, il est possible que mon acheteur tombe, si je suis vendeur, je sais que moi, quand je vais vendre, quand il va tomber sur un coucou ou un autre vendeur qui n'est pas clair, et il y en a beaucoup, oui, il va dire, attends, là, je me méfie de tel piège, tel piège, tel piège. Donc déjà, ça... C'est la première chose. Moi, je suis une totale transparence et mon job à moi, c'est de faire monter mon client en compétence en termes d'achat. Moi, en tant que client, si je suis nul en tant que client et que je ne sais pas acheter, je vais me renseigner comme un dingue sur un sujet. Donc, tu veux me faire acheter une maison? OK. Donc là, moi, quand j'ai acheté ma maison, que j'ai fait construire ma maison. On peut en parler aussi, effectivement. J'ai dit, je veux apprendre quel type de maçon il y a, quel type de. J'ai voulu tout comprendre. Et une fois que j'ai tout compris, j'ai fait en termes d'achat, j'ai fait mes appels d'offres en disant à chaque fois j'avais 3 prestataires. Ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je pense que j'ai acheté ma maison à un bon prix. La maison dans laquelle Isa est aujourd'hui, elle nous a coûté quelque chose comme 400 000 euros. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'elle en vaut 700. Oui, c'est fort. Voilà. Donc, mais du coup, comment dire, est-ce que quand tu vas travailler un achat comme ça, donc tu travailles la connaissance du produit. Je travaille mon acheteur aussi, mon vendeur. Ah voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'après tu vas agir sur le vendeur, sur les personnes qui y a autour? Quelles vont être des actions que tu vas mener sur est-ce qu'il y a des actions que tu amènes sur l'environnement? Voilà, c'est ça aussi un peu ma question. Donc déjà, je vais évidemment comparer les maisons. Donc ça c'est la première chose. Je compare les maisons, je compare les surfaces, je vais comparer. Voilà. Si j'étais à ta place, je suis pas un expert de l'immobilier. Non, je sais, mais c'est la vente moi qui m'intéresse parce que les mécanismes de vente sont reproductibles. Je vais aller en fait regarder tout ce qui va bien et je vais dire ok. Maintenant, que veut mon client? Alors déjà, si je suis acheteur, mon vendeur, je dois comprendre les schémas d'influence. C'est très important pour moi de comprendre, de capter les schémas d'influence. Je suis acheteur, je veux acheter à un vendeur, je vais essayer de comprendre le vendeur. Je vais le googliser, moi je suis un fou, hein. Je te le dis, je vais googliser le vendeur, le vendeur, je vais regarder où est-ce qu'il est, ok, je vais googliser le mec qui me vend, le mec de l'agence, je vais essayer de voir quel type d'intérêt il a avec les autres, je vais aller chercher tout ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Je vais faire appel à mon propre réseau. Je vais appeler mon réseau, je vais dire lui tu le connais, ok, lui tu le connais, ok, machin. Je vais essayer de voir, ne serait-ce que sur Facebook, est-ce qu'on a des amis en commun? Et moi j'ai un réseau, donc du coup ça va
vite. Tu vois, tiens, lui, il connaît un tel. Ok, je vais le contacter. Tu le connais. Je vais d'abord essayer de me renseigner sur quels sont les intérêts de mon vendeur et à quel point il est pressé de vendre. D'accord. Ok. Ah ouais, ça aussi, tu as regardé ça. Quelle est l'urgence que lui, dans laquelle il veut mettre? Parce que lui, son jeu, ça va être de me dire, moi, je suis pas pressé, il n'y a pas de problème, je cherche à vendre depuis un moment. Normal. Donc, si je suis sur un marché, par exemple, et que je regarde depuis un petit moment les maisons, je sais très bien si la maison elle revient ou elle revient pas. Je sais très bien si ça fait un petit moment que la maison elle est dessus ou elle est pas dessus. Donc au final, tu suis aussi l'annonce. C'est intéressant parce que du coup, ce qui m'intéresse dans ta démarche, c'est que tu n'es pas justement un professionnel, tu n'es pas dans ce métier-là, et c'est intéressant de voir quelqu'un, parce que c'est intéressant, je trouve, les personnes. Tu es un vendeur et on vend finalement, quand tu es capable de vendre un truc, tu es capable de tout vendre. Et c'est intéressant de voir comment tu aborderais un sujet qui n'est pas forcément le tien avec ton expertise. Donc du coup, en fait, tu essaierais d'avoir une vision d'ensemble, si je résume en fait. En fait, j'essaie d'avoir une vision d'ensemble la plus globale possible et la plus précise possible, et surtout des humains et du schéma d'influence qu'il y a. C'est-à-dire, est-ce que la femme, c'est elle qui décide? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce qu'il a déjà essayé de la vendre avant? À combien? C'est souvent la femme. Non, mais bien sûr, et c'est les deux, c'est possible, tu vois, et c'est OK. Tu vois, mais en tout cas, moi, je vais essayer d'aller chercher les schémas d'influence et de comprendre l'univers et essayer de me renseigner un maximum avec mon réseau. Je vais taper sur LinkedIn, sur Google, je vais tout essayer de voir. Je vais même essayer d'aller voir le mec à sa boîte. Le mec, il sait même pas que je suis là. Tu n'hésiteras pas à aller taper dans ton réseau pour voir si vous n'avez pas des connexions possibles. Ça, c'est intéressant aussi. C'est une technique qui marche très bien, ça. Ah non, mais bien sûr, moi, j'irai faire ça à fond. Je vais dire récemment, j'ai voulu à un moment donné, je me suis dit, et si j'achetais un hangar, tu vois, et je fais des appartements. En fait, j'avais pensé à un truc comme ça. Et je tombe sur une affaire. Un mec, je tombe sur un site, sur Se Loger et tout ça. Et je vois le hangar, je vois les photos. Je dis, mais ce hangar, si je veux passer en direct, parce que, tu sais, moi, l'agence, ça m'intéresse pas de la payer. Hein. Oui. Tu sais, il va prendre 6 ou 7%, ça m'intéresse pas. Autant le notaire, je suis obligé d'y passer. Autant la banque, si tu peux me passer de ça, ça peut. Donc, je regarde sur Se Loger, je vais sur Google Earth, je vais regarder pour voir si je peux pas voir le bien. Si je vois le bien, j'y vais. Je donne des méthodes dans le programme 1 million, là où il y a Imoroquin. Je montre comment on arrive à faire ça. C'est une stratégie qui marche très bien. Moi, j'ai pas suivi ton programme, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais assez souvent. Alors, je vois bien, je dis, bon, j'y vais. Je vais t'attaquer maintenant sur ton sujet. Parce qu'au départ, le sujet, c'est quand même, pouvons-nous être gentils dans le business? Et maintenant, tu découvres une faiblesse. Comment tu l'attaques? Parce que, venons-en au fait maintenant. Tu as bien expliqué comment t'aborder le problème. Mais après, il y a tous une faiblesse. Je vais te donner un exemple réel que j'ai vécu réellement. Moi, je connais par relation quelqu'un qui a acheté un bien. Elle l'a acheté le prix d'une voiture parce que le mec voulait se payer la bagnole. Il lui a dit, en fait, en discutant, elle a réussi à parler avec le vendeur. Le vendeur, voilà, c'était un héritage, il s'en foutait, mais royalement. Et en fait, le vendeur lui a dit, en gros, je veux cette voiture. Si en gros, tu me payes la bagnole, donc elle lui a payé toute option, parce qu'à ce prix-là, tu comprendras bien le truc. Et du coup, elle a joué la carte. Elle ne s'est pas du tout souciée de l'éthique. Tu vois, alors est-ce que c'est bon de mêler l'éthique à une négociation? Est-ce que c'est bon de penser à… Tu comprends le sens de ma question? Où tu commences et où tu t'arrêtes? Si c'est la question que tu poses, en fait, je pense que ça dépend tout simplement. Moi, je suis un gentil. Je pense être un vrai gentil. Maintenant, je sais aussi que les règles du jeu… tu sais, souvent, on te dit, en fait, avant de changer les règles du jeu, il faut apprendre à jouer selon les règles. C'est-à-dire, si tu veux changer les règles, apprends à jouer selon les règles. Il y a des gens qui veulent changer les règles sans apprendre les règles. Donc, moi, je pense que dans tout milieu, il y a des règles. Et des fois, les règles, il y a les règles et il y a, on va dire, les règles officielles et il y a les règles officieuses. Et dans tout milieu. Et je pense que dans un milieu notamment comme l'immobilier, tu as des règles qui sont pas forcément éthiques et qui s'appliquent très souvent. Donc, dans ces cas-là, c'est comment est-ce que je me prémunis de ces règles et j'arrive à m'en protéger. Et moi, c'est simple. Hein. Si tu me tires une balle dessus, feu à volonté. Hein. C'est-à-dire que moi, d'accord. Je suis très clairement là-dessus, en fait. Moi, je vais être très cool. Moi, je vais être très ferme dans ma manière de négocier. Je vais dire, voilà, moi, aujourd'hui, ça, pour moi, c'est ce prix-là. Voilà, moi, c'est ce prix-là que je vais, parce que je vais avoir analysé le truc. Et je vais dire, moi, c'est ce prix-là, en fait, pour moi que ça vaut. Et je n'ai pas, c'est-à-dire que si quelqu'un va me dire, demain, en fait, si je sous-évalue un bien et que le mec me dit, oui, ok, tu sais quoi, je sens que le mec, il est ok, je vais le prendre. Je vais me dire, ok, tant mieux. Tu vois, je veux dire, tu sais, dans l'absolu, ok, j'ai évalué un bien. À un moment donné, la responsabilité, elle appartient à chacun. Je veux dire, moi, je joue ma carte de pousser jusqu'à un certain tarif et je propose un certain tarif. La personne a le choix de dire oui ou de dire non. Je veux dire, moi, de mon côté, ça ne me pose pas réellement de limite éthique
là-dessus. Maintenant, si par contre je vois que la personne, elle est aux abois, qu'elle me dit putain, elle me dit je sais pas quoi faire, je sais pas quoi. Comme c'est arrivé pour un ami qui devait vendre sa boîte et qui m'a dit ouais écoute je vais vendre la boîte. Et puis il avait complètement sous-évalué le truc, machin. Et je lui ai dit écoute je suis ton ami, je veux dire je pourrais t'acheter et faire un coup de fusil avec ta boîte, je ne le ferai pas. Voilà, je ne le ferai pas parce que je pense que tu es en situation de faiblesse. Et je pense que ce n'est pas te rendre service que faire ça. Maintenant si quelqu'un ça s'est jamais ça s'est jamais présenté. Mais si quelqu'un est en situation de faiblesse et me dit, si quelqu'un me dit demain, ouais, voilà, Yannick, je vois que c'est un gars que je connais ni d'Adam ni d'Ève, mais que je vois que c'est un gentil gars, que le mec me dit, ouais, je sais pas quoi vendre ma boîte, je sais pas comment faire, je sais pas machin. Je vais trouver un moyen que le mec gagne un petit peu plus. Peut-être pas moi, mais en tout cas, je vais trouver un moyen. Je vais dire, écoute, voilà, moi, la bonne affaire pour moi, c'est ça. C'est une très bonne affaire pour toi. Pour autant, je pense que toi, peut-être, tu vas perdre un petit peu là-dessus. Donc, peut-être que je lui laisserai un pourcentage si c'était une boîte ou je lui dirais, voilà, je pense que tu peux regagner là-dessus. Tu cherchais une compensation pour pas complètement spoiler l'autre, en fait. Oui, pourquoi? Parce que, alors, à court terme, évidemment, je serai gagnant. Je serai très gagnant à court terme. Je pense que je serai très, très gagnant à court terme. Déjà, humainement, je me sentirais plus à l'aise. Déjà, c'est le premier point. À court terme, je serais évidemment très gagnant de lui mettre un coup de fusil, en fait, et d'enfler le mec et de dire, ben voilà, écoute, si t'es enflé, c'est comme ça. C'est la vie, c'est les règles du jeu. Mais je pense que j'aurais tout intérêt, en fait, à dire au mec, écoute, là, je pense que pour le coup, j'ai quelque chose pour toi et je vais, en fait, je pense, moi, l'aider au mec d'une manière ou d'une autre. Et pour quelle raison? Parce que je sais que ce mec-là, si on lui a tendu la main à un moment donné, peut-être qu'il tendra la main à quelqu'un d'autre. Et je préfère un monde dans lequel les gens se tendent la main, plutôt un mec, en fait, où les gens, en fait, se tirent dessus. Peut-être que le mec ne tendra jamais la main à personne. Et peut-être que je vais passer pour un utopique, et un fou furieux auprès de tous les requins de l'immobilier qui peuvent se dire, voilà, machin. Moi, personnellement, ma limite éthique, c'était de me dire, si le mec, je vois que c'est un requin qui veut la jouer plus malin avec moi, accroche-toi bonhomme, on va jouer et tu vas partir peut-être à plus à poil. T'as voulu jouer, ok. Maintenant si je vois qu'un mec, c'est un pauvre diable, tu vois que le mec il me dit, voilà, bon, tu sais, et puis t'as beaucoup de facilité de le voir. Tu as le contexte qui va influencer tes choix. Alors, première chose, je vois qu'il y a du monde, likez, partagez. Tous ceux qui sont sur Insta, sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube pour voir Yannick qui est avec nous ce soir. Je ne suis pas tout seul, c'est juste que voilà, Yannick m'a montré comment faire pour ça sera mieux dans les mois qui arrivent. Alors, je vais pas chercher à te coincer en te disant ça, mais il y a une question là, je t'écoute depuis tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui me vient et c'est pas une question piège, c'est juste que j'y pense. Est-ce que tu crois pas que tu es un entrepreneur qui s'en sort bien? Est-ce que tu penses que ce genre de comportement n'est pas non plus influencé par ta situation financière? C'est-à-dire que, est-ce que tu ne crois pas que quelqu'un qui est aux abois aura peut-être moins tendance à être éthique que quelqu'un qui a finalement, bon, je vais être tout à fait transparent, je vais en parler publiquement. Il n'y a pas longtemps, on a fait une affaire immobilière que je pense que j'aurais pu faire meilleure, mais j'étais dans une situation où il y avait des intérêts croisés. Quand je faisais le global de la relation, je me disais, bon, c'était une histoire à 2 ou 3 000 euros, je m'en fichais en fait. C'était pas, mais je pouvais me permettre de m'en ficher en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et si je me retranspose au début de ma carrière, alors c'est paradoxal parce que je me confie un peu, mais c'est marrant. Je me dis c'est paradoxal parce qu'au début de ma carrière, je pense pas que j'aurais eu cette opportunité parce que j'aurais pas créé cette relation. Donc ça c'est une réalité. Mais surtout, j'avais besoin d'argent, donc j'aurais pas non plus été capable de renvoyer cette balle là. Donc du coup, je te pose la question, est-ce que tu crois pas que l'argent nous influence quand même? Alors, merci d'avoir posé cette question et pose-moi toutes les questions de piège que tu veux parce que ce sont des très bonnes questions. Et quand bien même, c'est pas parce qu'on est potes que tu peux y aller franchement. Ouais, bon. On peut applanter, vas-y vraiment. L'essentiel, c'est d'apporter un maximum de valeur à ton audience. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, je me suis retrouvé dans des situations dans lesquelles j'étais en manque financier. Et puis, c'est arrivé, c'était trop long, j'ai trouvé. J'ai galéré. Et puis, je sais que toi aussi, ça fait partie du chemin aussi. Voilà. Donc, voilà. Je te prends l'exemple de ma toute première journée de l'audace qu'on a fait, en fait, où j'ai, en fait, 10 personnes qui avaient acheté en fait un billet. Je peux t'assurer que j'avais misé 2000 balles et que j'avais l'impression de m'être arraché une couille en fait là-dessus avec Michel Poulart. On avait misé là-dessus et là j'ai 10 personnes qui viennent et 10 personnes qui me disent donc t'es content, t'as vendu 10 places.
vois, tu te dis, ça va, ça fait plaisir, tu vois. Et là, ils me disent, Yannick, on a un gros problème, en fait. On a le transport, on peut pas venir, donc du coup, on est obligé d'annuler nos places pour l'événement. On est vraiment tout désolé. Est-ce que tu peux nous rembourser? Moi, écoute-moi bien, je n'avais pas d'argent, d'accord? Donc, j'avais donné toutes mes, j'étais là. Déjà, on te dit, déjà, tu ne rentres pas, et en plus, on te dit, tu dois rembourser. Alors, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui est rentré, tu deviens fou. Et là, mon premier réflexe, c'est de dire mon cul. J'ai rien dit. J'ai dit nulle part que je ne rembourse pas. Ok, d'accord. Et tu vois, je me suis posé la question. Je me suis dit, attends. Je me suis dit, Yannick, en ton âme et conscience, est-ce que tu penses que ces hommes-là, et cette personne-là, elle est sincère quand elle te dit qu'elle peut vraiment pas venir? Je me suis dit la vérité. Oui, elle est sincère. Elle peut pas venir. Deuxième chose, est-ce que si toi on te faisait la même chose, en fait, comment tu le prendrais, toi? Je me suis dit, je le prendrais. Je me dirais, le mec est pas cool. Je me dirais, c'est pas smart. En fait, c'est pas cool. C'est vrai. Et je me suis dit un troisième truc. Je me suis dit, objectivement, si là je rembourse, si je vois à long terme, l'année prochaine, est-ce qu'ils reviennent ou ils reviennent pas? Là, je me dis l'année prochaine, si je rembourse pas, ils reviennent ou ils reviennent pas? Si je rembourse, ils reviennent ou ils reviennent pas? Je me suis dit, à mon avis, ils reviennent pas. Ça, c'est sûr. Parce que tu vas prendre 10 personnes. Et du coup, je me suis dit, rembourse. Et tu sais quoi? J'ai pas branché. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mon cul, je te rembourserai jamais. J'ai eu la personne au téléphone, je lui ai dit, bien sûr, on va te rembourser. Je lui ai dit, on va te rendre service. Ça m'a arraché une couille, mon frère. Si tu savais comme ça m'a fait mal de faire ça. L'année d'après, ils sont revenus, ils étaient 25. Oui, mais alors attends. Et c'était plus cher. Oui, mais attends. Parce que c'est super intéressant. Parce que c'est un peu le sujet. Alors, je te poserai la question intéressante après. Je vais juste. Est-ce que tu peux nous expliquer l'après? Parce que bon, voilà, tu nous racontes un an après, mais du coup, t'as pas de thune. Donc après, tu te lances dans d'autres. Comment on est dans sa tête? Parce que évidemment, tu sais, il y a quelque chose d'important quand t'as pas d'argent. En fait, c'est que ça augmente l'enjeu de toutes tes actions. C'est-à-dire que, en fait, quand t'as pas d'argent, la moindre action que tu fais, la moindre mise que tu fais, c'est un peu comme si tu mises 100 000 en fait au craps sur un coup de dé. En fait, si t'as que 100 000, tu vas jeter ton dé, tu vas être comme ça, tu vas pas être bien. Si tu as 3 millions derrière, tu mises 100 000, tu dis allez pour voir. Ouais, ok. C'est l'enjeu, ça va tuer le plaisir du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu joues en fait à un jeu, en fait, c'est important de savoir que tu joues pas toute ta vie sur ce jeu-là. Sinon, débrouille-toi pour avoir suffisamment de pièces pour pouvoir jouer plusieurs jeux en fait avec ça. Et c'est tout l'enjeu de ça. C'est-à-dire que si tu joues à un jeu entrepreneurial et que tu joues toute ta vie, sache que tu joues toute ta vie en fait dessus et sois prêt à te dire est-ce que je prends un risque ou est-ce que je me mets en danger là dans le jeu que je joue, auquel je joue. Est-ce que je joue ma vie ou est-ce que je suis en danger et là à ce moment-là si je joue je meurs. D'accord? Il y a peu de situations où on meurt. Donc, moi, je suis un joueur. D'accord? Maintenant, c'est de se dire, ce jeu-là, je le joue avec une certaine éthique. Moi, j'ai décidé de le jouer avec une certaine éthique. Et demain, si il y a des gens qui pourront me dire, mais si t'as ta famille à nourrir, si t'as ta machin à nourrir, qu'est-ce que tu fais? Ok, je suis conscient de ça. Déjà, je vais essayer de me débrouiller pour pas me mettre dans ce genre de situation. Déjà donc. Et moi, si une situation est trop risquée, je ne la fais pas. C'est-à-dire que je dis, ok, c'est trop risqué, je me mets en danger, j'y vais pas. Donc, c'est une question de choix. C'est-à-dire que avant de répondre à ta question et de te dire, oui, effectivement, quand tu es à l'aise comme moi, c'est facile d'être honnête. Et c'est facile de dire, oh, éthique, les gars. Parce que tu dis aux gens, les gars, serrez-vous la ceinture, hein, mais moi j'ai le ventre plein. Mais serrez-vous la ceinture, moi je suis capable de me la serrer un peu, mais moi j'ai le ventre plein. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, je suis capable aussi de dire que même quand moi j'avais le ventre un peu vide, j'étais capable de faire ce choix éthique. Donc, ça joue. Je me dis, voilà, ça joue. Donc, pour moi, effectivement, j'évalue les enjeux et je me dis, ok, est-ce que cet enjeu-là, j'ai pas trop. C'est comme tu veux sortir avec une fille. Et puis la fille, t'es amoureux d'elle. T'es amoureux fou d'elle. T'as les yeux comme ça, tu la vois, tu baves. Est-ce que t'as des chances de sortir avec elle? Souvent pas. Parce qu'en fait, tu mets tellement un enjeu sur cette fille que du coup, tu dis non, je la veux, c'est elle, je suis amoureux d'elle, c'est sûr, je la veux. Elle te dit non, t'es là, voilà. Alors que si tu prends conscience de ta propre valeur, que tu prends conscience qu'un client, il y en a et il y en a d'autres, qu'une opportunité, il y en a et qu'il y en a d'autres, et que tu es convaincu de ça, parce que moi, c'est ma croyance, je sais que les opportunités, il y en a partout, et que de toute manière, si je dis non à une opportunité, tu sais quoi, il y en aura d'autres, bah tu sais quoi, je me dis, je préfère rester et louper cette opportunité-là en ma conscience, avec mes valeurs à moi. C'est quoi, à long terme, ça marche mieux. Parce qu'à long terme, tu deviens un bonhomme
qui est sérieux en affaires. Tu deviens un bonhomme qui se fait une réputation en affaires. Et à long terme, pour moi, c'est plus gagnant d'être éthique. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Tout ce que vous venez d'entendre, vous pouvez juste le transposer à l'immobilier. Hein. C'est-à-dire que vous ratez un immeuble, c'est pas très grave, il y en a d'autres derrière. Juste, ma question pour te coincer maintenant, parce que c'est amusant, on revient à ton agent immobilier. Du coup, si tu penses l'autre terme, est-ce que tu penses que de ne pas payer l'agent immobilier, c'est une bonne stratégie? Franchement, pas lui. En fait, lui, il a déposé une annonce sur Internet via un site seloger.com. Admettons, je prends cet exemple-là parce que c'est le site sur lequel je chine de temps en temps. Je vais regarder ça. Je vais me dire, écoute, mec, voilà, moi, je suis un malin. Je veux dire, à un moment donné, bon, tu vois, on se connaît pas, j'ai pas créé de lien avec toi, j'ai pas de lien émotionnel, quelque part, c'est pas grave. Est-ce que tu n'aurais pas intérêt à en créer un, en fait? Est-ce que tu n'aurais pas intérêt à créer un lien émotionnel avec l'agent et peut-être que le prix de l'agent se rembourserait sur la durée, tu vois, si tu amenais plus d'affaires? C'est très, très intéressant. Moi, comme tu le sais, l'immobilier me fait un peu peur. Oui, je sais. Ouais. Tu le sais, hein, tu le sais. Et donc, du coup, moi, je regarde les biens immobiliers que pour moi. Donc, moi, je vois l'immobilier comme du one-shot. Donc, c'est quelque chose qui, de manière éthique, pour quelqu'un qui est un agent immobilier, pourrait dire mais quel enculé, putain, il va aller chercher les trucs et machin, ça tout. Et tu sais quoi, je suis ok avec ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même mandaté des agences. Et puis que je vois aussi que j'ai mandaté 3-4 agences, moi qui travaillent pour moi. Là, actuellement, au moment où je te parle, j'ai au moins 4-5 agences qui travaillent à me trouver un bien. Il n'y en a aucune qui m'appelle. C'est moi qui me bouge le cul, qui trouve le truc. Donc, à un moment donné, dans ton cul. Je veux dire, à un moment donné, non, mais j'ai rien à dire parce que je sais que le métier d'agent immobilier est un métier controversé. On pourrait même revenir au début de cette conversation, c'est-à-dire que c'est un métier, et je vais t'avouer quelque chose. Il y a très peu d'agences où il y a des pitchs de vente, en fait. Quand tu rentres dans des agences, globalement, il y a une espèce de pop formation, on te geste dans le métier et en fait, tu le sais pas, mais tu parles à des agents immobiliers qui la semaine dernière pouvaient être boulangers. Alors, pas tous, heureusement, mais c'est une triste réalité. Et c'est vrai que du coup, tu te retrouves avec des mecs qui parfois sont pas des professionnels. Voilà. Je te donne juste un exemple. Je suis allé visiter une maison il y a peut-être 2-3 avant le confinement en fait. Et en fait, je vais visiter la maison. Le mec, il m'amène. Je lui dis voilà ce que je veux. Il me dit ouais, je voudrais vous montrer un bien. Le mec m'amène, pas un sourire, pas sympathique. Le mec, j'avais l'impression de le faire chier. C'était quand ça s'arrête. Il me dit oui, là vous avez ça, là vous avez ça, là vous avez ça, c'est intéressant. Je dis tiens, j'aimerais bien voir ça. Tu sentais que le mec ça le faisait chier. Il me dit tiens, je vous montre un bien. Il me montre le bien. Le mec, je dis mais c'est pas du tout ce que je vous ai demandé en fait. Je veux dire on y va, en fait. Tu vois, le mec, il me dit regardez le bien, il est tout en bas. Je lui dis je veux un truc avec une vue. Je vois une belle colline. Il m'amène dans la colline, il m'amène tout en bas de la colline. Il me dit voilà le bien, il est là. Une vue. Je dis donc, le mec, je me suis pas mis encore, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, tous les agents avec qui j'ai fait, pour l'instant, en tout cas, affaire, ont tous été mauvais. Tu sais pas jouer, Jack. Ouais. Alors, je vois toutes vos questions. Je vais répondre enfin, on va poser les questions après. Je finis avec Yannick. Likez, partagez pendant que vous êtes là. Et si vous êtes sur Insta et sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. Excuse-moi Yannick, mais je vois qu'il y a du monde à droite et à gauche. Donc voilà. Ok, donc oui, bon, c'est vrai que les agences, c'est pas vraiment… je suis d'accord avec toi, il n'y a pas beaucoup de professionnalisme dans ce métier-là. Mais il y a des professionnels, heureusement. Bien, je prends. Si je trouve une bien qui me dit putain Yannick, je vais te trouver ton bien et c'est top, c'est quoi? Bien sûr que je vais pas essayer de te chanter. Alors, fin du mois de mai, on va pouvoir se reparler parce que j'aurai une solution à te proposer. On en reparlera. C'est pas le propos de ce soir. Rapidement, je vais passer maintenant à autre chose. Enfin, rapidement, non, c'est pas vrai. Rapidement, on passe à autre chose. Maintenant, on va changer de sujet. J'ai envie de parler de la crise avec toi. Alors, je vais commencer par te poser une question. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder les réactions. Je vais te poser des questions s'il y en a. Et après, on passera à l'étape d'après. Parce que je te vois qu'à toi. Donc, du coup, voilà. Donc, sinon, on va pas arriver à suivre. Je prends les questions qu'il y a s'il y en a. Alors, il y a des gens qui te trouvent très agréable. Merci Frédéric. Voilà, je te le transmets. Alors. Attends. Alors oui, au passage, tu le sais pas, Yannick, j'ai un podcast et dans le dernier podcast, effectivement, qui est sorti mardi, je parle de Jordan Belfort. J'ai fait tout un podcast de 1h30, je crois, ou 2 heures sur lui, qui était très intéressant. Et d'ailleurs, je vais le dire aussi, je vais en profiter que tu sois là pour le dire. C'est la première personne qui m'a fait comprendre l'intérêt d'apprendre des pitchs de vente par cœur. Il a utilisé une image par rapport au film, en fait, qui m'a touché. Alors, tu sais, je crois que pour que quelqu'un t'enseigne quelque chose, il faut qu'il trouve le pont qu'il peut y avoir entre les personnes. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi on devait apprendre de par cœur un pitch de vente. Ben, lui m'a fait comprendre pourquoi, en fait. Voilà. J'en profite pour le dire. Alors, Nicopole dit une chose qui est intéressante.
que je dis dans mon livre et que je vais te délivrer là et que j'aimerais bien que tu me commentes. C'est la phrase que je dis dans mon livre. Vendre, c'est pas mentir, c'est vendre. Je trouve qu'elle a du sens, je l'avais jamais entendu celle-là. Moi je suis très vendre, c'est pas en fait notre métier n'est pas de vendre, mais c'est plus de donner envie d'acheter. Après j'ai d'autres types de phrases comme ça, mais je trouve que c'est intéressant. Elle me renvoie en fait à une phrase qui s'appelle COCNPI. Je sais pas si tu connais ça. Non. Certains disent oui, certains disent non, peu importe, suivant. et j'aime. D'accord. Certains disent oui, certains disent non, peu importe, suivons. En fait, j'aime bien cette phrase-là. C'est David qui m'avait dit celle-là, David Lefrançois. Elle me fait penser en fait à une interview que j'avais. Je sais pas si vous connaissez un peu les tennisman, mais vous connaissez Borg et Connor. Borg, en vrai, c'est un tennisman qui était très connu dans les années 90. Et en fait, il y avait une journaliste qui était numéro 1 mondial. Donc ce journaliste-là, et le journaliste lui demande, lui dit, tiens, c'est quoi votre secret? Et lui, il dit, je frappe la balle. La journaliste a dit, bah écoute, en interview, tu sais, il va prendre une interview, c'est certain. Et elle lui dit, non mais enfin bon, je veux bien, mais je veux dire, bon, ma rédaction a payé des millions en fait pour vous avoir en interview. J'espère que vous n'allez pas sortir que ça. C'est pas votre secret. Il lui dit, non, je frappe la balle. Elle est pas mal. Dit, parce que moi j'aurais bien aimé avoir une réponse un peu plus sympa. Il dit non, il dit moi, je veux dire, mon truc c'est que je frappe tout le temps la balle. Il dit tous les jours, je fais 4 heures de fondamentaux. Il dit tous les jours, j'appelle mes clients. Et c'est un peu transposé à nous, c'est tous les jours j'appelle mes clients, tous les jours je machin, et je frappe un maximum de balles, un maximum tous les jours, et c'est comme ça que je deviin meilleur. Tiger Woods, s'il est aussi bon, c'est parce qu'il frappe la balle. Et quand tu regardes le film sur Borg et McEnroe, ça s'appelle Borg et McEnroe, je crois. À un moment donné, tu vois l'entraîneur de Borg qui lui dit tout le temps, il lui dit une balle à la fois, une balle par balle. Comme ça, t'as pas la pression de te dire putain, si je perds celle-là, la prochaine, je perds mon set. Si je perds celle-là, je perds mon machin. Non. T'es dans une dynamique où en fait, on te dit non, chaque balle, tu joues ta balle jusqu'au bout. Maintenant, tu la perds à la suivante. C'est marrant ce que tu racontes. Je vais raconter une histoire que j'ai jamais racontée. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de mon BTS. Il faut savoir que mon BTS, en fait, c'est un accident. Enfin, c'est un accident. Je l'ai eu en. Enfin, voilà. Je suis pas un très bon à l'école, moi non plus. On est à peu près pareil. Je l'ai eu parce que je devais l'avoir, c'est tout. Et qu'il me le fallait vraiment. Donc, je l'ai, à force de le passer. Je l'ai passé plusieurs fois, 2-3 fois, et j'ai fini par l'avoir. Et la dernière fois que je le passe, en fait, j'oublierai jamais. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Ça m'évoque ça. Il y a une copine à moi, je ne sais pas si je peux le dire publiquement, mais elle m'en voudra pas, je le raconte, c'est pas grave. On passe les écrits et je me rappelle très bien, il restait les oraux. On habitait à cette époque-là, on habitait dans le même village, c'était le hasard de la vie. Et le matin, on y allait ensemble pour se motiver, tu vois, à passer le diplôme. Et le matin, elle me dit, je viens pas Nicolas, j'ai foiré en fait. Je sais que j'ai 0 à mes écrits, j'aurai pas mon diplôme. Et je te promets Yannick, je l'ai emmerdé la veille, le soir, j'ai dit tu viens, je viendrai te chercher. Si tu montes pas dans la voiture, j'irai pas passer, tu me feras rater à moi. Je l'ai emmerdé. Et ben tu sais, elle l'a eu. Elle l'a eu. Et ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'une balle à la fois, des fois même, si tu raisonnes pas comme ça, tout te donne perdant, mais tu sais pas pourquoi. Ça peut tourner même sur la dernière balle en fait. Et tu connais le nageur McKeown en fait non, c'est le nageur en fait qui le nageur c'est un Congolais, c'est un Africain. Ah oui. En fait il nage n'importe comment, en fait tout le monde se fout de sa gueule sauf qu'il devient champion. Et en fait, quand tu connais son histoire, elle est super inspirante. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, mais son histoire, je trouve, est incroyablement inspirante. En réalité. Je l'ai vu parce que je suis nageur, donc ça me touche, mais bon, voilà. Ouais, parce que lui, en fait, déjà, il sait pas nager, c'est pas un nageur, mais non, il s'est retrouvé comme Eddie the Eagle. Tu connais l'histoire de Eddie the Eagle? Non. Le mec, en fait, il veut être aux Jeux Olympiques. C'est un sportif qui est nul. Il est mauvais. T'es mauvais, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. Non, mais c'est vrai. Le mec est mauvais. Mais en fait, tu te dis, le mec est mauvais et il veut être aux Jeux Olympiques. Et il rêve de ça, sauf qu'il a pas de rigueur. Il a pas de rigueur. En fait, il a pas de talent. Il a pas, tu sais pas. Et en fait, le mec se rend compte qu'aux Jeux Olympiques d'hiver de 1992-94, pardon pour la date, il y a une discipline sur laquelle l'Angleterre ne s'est pas positionnée. C'est le saut. Le saut en fait en longueur en ski. Tu sais, en ski, tu descends une espèce de rampe et tu dois faire un maximum. Et lui il dit ben moi il y a personne qui concourt, moi j'y vais. Et lui il y va
il fait le minimum et en fait il arrive en fait à se qualifier tout ça et je trouve ça fantastique parce que le mec c'est toute l'histoire de sa vie, c'est un nul mais il est tellement heureux d'être aux Jeux Olympiques que du coup la foule l'aime en fait. Et ouais. Et oui, ça devient une histoire, une vraie histoire. Et ouais, voilà. Ouais, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors attends, je regarde les questions. Alors il y en a qui se disent. Je t'ai pas entendu, excuse-moi, ça a sauté. Si t'es nul, c'est pas grave, tant que le coup au moins. Non, c'est ça, mais t'as raison, Il y en a qui. Ta pièce. Il y en a qui disent, Julien, alors je vais pas poser la question exactement comme il l'a posé, mais en gros, est-ce qu'on peut parce qu'il dit, est-ce qu'on peut vendre sa femme avec humour, bien évidemment, jusqu'où on peut aller, tu vois ce que je veux dire, où est la limite dans la vente? Mais ta limite, elle est éthique, c'est ton intention, c'est tes valeurs. Tu sais, je veux dire, moi j'aime bien dire en fait que si t'as pas de valeur, enfin si tu fais pas attention à tes valeurs, bah t'auras pas de valeur en fait. Mais tu n'auras pas de valeur avec la valeur, la valeur à toi et tu as la valeur avec l'argent. Je veux dire, pour moi, en fait, tes valeurs, putain, elles sont essentielles. C'est ce qui te définit en tant qu'humain. Sinon, tu es un robot, en fait. Tu es une machine. En fait, et c'est ça ta vie. Ça a sauté. Je t'entends plus. On a un bug. Ça va revenir, les gars. Likez, partagez. Il y a un petit bug. Yannick. Ah, ça y est, c'est revenu. Hop, je vais t'envoyer un texte. C'est bon. Je suis là, poulet, j'étais là. Ouais. Ça a sauté. Voilà, je veux dire, si tu fais pas attention à tes valeurs, tu n'auras pas de valeur. Et pour moi, en fait, si on est des humains, si on est des êtres humains, si la vie vaut d'être vécue, c'est parce qu'on est entouré de personnes que l'on aime, qu'on vit des émotions avec les uns et les autres. Et si tu piétines tout dans ton milieu professionnel sous prétexte qu'il est professionnel et que tu piétines toutes tes valeurs et que tu dis fuck de tout, mon cœur il est pour ma femme et mes enfants et dans tout le reste du temps dans mon monde professionnel en fait c'est juste je suis le couteau entre les dents et je nique tout le monde, ok, je trouve que ta vie elle est fade en fait et tu te fais une réputation de merde et tu deviens finalement en tout cas moi je serais pas fier d'être un homme comme ça. Donc, moi, ma fierté d'homme c'est d'être un homme qui à la fois est performant mais à la fois aussi fait attention à ses valeurs et reste éthique. Donc vends pas ta mère ni ta femme ni tout ce que tu veux parce que en tout cas ça fait pas partie de mes valeurs. Après chacun non mais il y a pas de on n'est pas là pour juger, on discute, c'est ça qui est intéressant. Il y a une autre vas-y, excuse-moi. Oui. Vas-y. C'est juste que je veux apporter quelque chose, que te dire en fait les valeurs elles appartiennent à tout le monde et que c'est pas Yannick Alain qui met le degré d'éthique qui fixe le degré d'éthique. Chacun en fait a son degré d'éthique. Tu as des gens tu sais moi j'ai beaucoup aimé un dernier film que j'ai vu de pas Disney mais qui s'appelle Le Yeti. Je sais pas si tu as vu l'histoire du Yeti. Je l'ai pas vu. Et c'est très mignon, je sais pas si tu montreras ça à ta fille un jour mais en fait tu t'aperçois qu'à un moment donné les Yetis, il y a un gros mensonge autour du monde des Yetis. Et en fait, tu as un gros mensonge du chef de l'État des Yetis, du président des Yetis, il ment en fait aux Yetis. Et en fait, on te dit putain, tu dis c'est des enfoirés, putain, ils ont menti au peuple et tout ça. Et quand tu t'aperçois que la raison du mec pourquoi il ment, tu t'aperçois que c'est pour sauver les gens, tu te dis putain, t'as une vraie prise de conscience éthique à te dire des fois quand on dit Macron est un enculé, Hollande est un enculé, machin est un enculé, à ta place à toi c'est un enculé. Mais si tu te mets à leur place à eux, est-ce que tu dirais toujours que c'est un enculé étant donné les enjeux qu'il y a, le nombre de vies qu'il sauve, le nombre de vies qu'il machin? Tu sais, ça va faire bondir ce que je vais te dire là, probablement. Hein. Et je vais te dire, j'ai nommé des mecs de droite, de gauche, du centre, on s'en fout. Mais t'es pas à leur place, t'es pas dans leur basket. C'est très facile de critiquer quand t'as leur enjeu, quand t'as les cartes en main, tu te dis c'est pas la même. Quand t'es avec ta fille, que tu te mets à l'engueuler et à lui mettre une putain de gifle parce que elle a ouvert la portière de la voiture. C'est mon genre, ça c'est mon genre. Je la baffe comme ça. Bam. Non mais t'as eu peur, t'as fermé la voiture et tu l'as enfermée en fait dans la voiture ou tu l'as attachée parce que t'avais peur parce que t'as la voiture. Ton petit chaton d'amour. C'est ça. Je veux dire, elle, de son point de vue, t'es le roi des enfoirés. Oui, c'est sûr. Tu l'as foutu tu l'as sauvé la vie. Donc, c'est pas moi qui fixerai les limites éthiques par rapport à ça. Et voilà, chacun a ses propres valeurs. Je suis pas dans une échelle de valeurs. Je te dis juste que moi, mes valeurs, j'essaie de m'y tenir et des fois, je suis incohérent avec mes valeurs. Tu sais quoi, à plein de reprises. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Mais ça me rappelle la fin de Game of Thrones où Daenerys, elle tue tout le monde depuis le début, mais les gens se rendent compte qu'en fait, c'est une dictatrice. Ça m'a fait un peu sourire. Alors, en fait, tu suis l'évolution d'une nana qui veut dominer le monde, et quand les gens s'en rendent vraiment compte, ils sont. Enfin bon, bref, t'as compris. Alors, mais au final, voilà, mais c'est intéressant. Alors, j'ai une autre question que je trouve intéressante. Je sais pas aussi, je mets pas d'effort, mais est-ce que tu penses qu'on peut tout trouver en gratuit sur Internet?
Ouais, je fais partie des gens qui pensent qu'en tout cas 90% de ce que tu recherches, tu peux le trouver sur Internet. D'accord. Mais si tu l'achètes en formation, tu l'auras packagé, tu auras un formateur avec toi, il y a toute une. Je fais partie des gens qui ne croient pas au digital. En fait, ça peut te paraître extrêmement. C'est pas que je crois pas au digital, je ne crois pas au contenu en fait. Je pense qu'un contenu, quand tu le donnes, à partir du moment où tu le transmets, le job de ton contenu, si tu crées quelque chose, son job et la mission de vie de ton contenu, c'est de voyager un maximum pour que ça transforme le monde. Maintenant, si tu veux absolument que ça passe par toi et être payé à toi à chaque fois qu'on utilise ce contenu-là, je pense que tu te fourvoies et je pense que t'as un problème en fait. Tu vas être beaucoup frustré dans ta vie, je pense. Donc du coup je ne crois pas en fait au contenu. Quand tu crées quelque chose, c'est pour le monde pour moi. Tu le crées, c'est pour le monde, c'est comme ça. Je suis un vendeur de formation sur Internet, les amis, je tiens juste à vous le dire. Par contre, ce que tu ne peux pas enlever, c'est la proximité que les gens veulent avoir avec toi, c'est la qualité de l'enseignement que toi tu donnes, c'est l'expérience que toi tu donnes à tes clients. Ça, les gens, ils te le payent. Moi, les gens ne me payent pas pour mon contenu, ils me payent pour l'expérience qu'ils vivent avec mon contenu. Ils payent pour ça. Et effectivement, je suis aussi un créateur de contenu. Moi, le contenu que je sais, allez, 80%, je le tire de quelqu'un d'autre qui me l'a enseigné. Je le cite pas toujours parce que j'ai oublié. Ok? Donc, je me dois d'avoir beaucoup d'humilité là-dessus et de faire mon don au monde. Le 20% que je crée, tous les schémas que je donne, j'ai des gens qui vont me citer, des fois certains je vois des gens qui pètent un plomb parce que des fois, ouais, il m'a piqué mon contenu et il me connaissait, machin. Ok, le mec, c'est son problème éthique à lui. C'est vrai que c'est un enculé et moi, je serais capable de dire à quelqu'un, t'aurais juste un petit peu pu me citer. Maintenant, tant mieux qu'il le dispense ce contenu-là. Non, alors, on a repris, je crois. C'est reparti. Ah, ok, wow. On s'est reconnecté. Ne me demandez pas comment j'ai fait. On est de retour. Apparemment, ça a sauté, mais ça s'est reconnecté. C'est parfait. Je pense. On verra bien pour la suite. J'ai repris les commentaires. Tout va bien. Alors, donc. C'est arrêté. Ouais, ça arrive. Salut Angélique. Rejoins-nous sur YouTube. Angélique, la femme de Lorenzo. Il y a Lorenzo aussi. Rejoignez-nous sur YouTube. Donc du coup, j'ai perdu mes commentaires, ce qui m'arrange pas du tout. Excusez-moi, parce que du coup, j'étais dans les questions et c'était bien intéressant de les... Alors attendez, j'en étais là. T'es toujours là, Yannick? Oui, t'es toujours là. Je suis là. Alors attends, je reprends la suite des questions. Après, on va passer à la suite parce qu'on a quand même des choses encore à voir. Hein. Tac, ça c'est vu, le propre... Alors, il y a quelqu'un qui, par rapport aux négociations dont on parlait tout à l'heure, qui dit qu'il a peur en fait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Tu sais, donc le fait que tu dis que tu peux négocier éthiquement, la personne exprime le fait qu'elle puisse avoir peur que quelqu'un passe avant toi. Parce que du coup, si je comprends ce qu'elle sous-entend, ça c'est pas expliqué, c'est moi qui le rajoute. Le fait de négocier éthiquement, ça peut prendre un peu plus de temps et du coup, tu laisses un peu plus de largesse à d'autres pour peut-être prendre l'affaire. Ce que je vais avouer, j'ai déjà fait. Donc voilà, j'ai déjà piqué des affaires à quelqu'un. La posture dans laquelle tu es dans la négociation, est-ce que tu es en position de l'acheteur, de l'acheteur, du vendeur? Nous, là tu parles qu'à des acheteurs. C'est-à-dire qu'ici, les gens qui sont avec nous, on est des investisseurs, on achète. Et donc, on a tendance à vouloir faire des affaires. Et je comprends sa question. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà vécu. On m'a déjà piqué des affaires, mais moi, j'ai aussi déjà piqué des affaires, quoi. Du coup, en négociant éthiquement, tu prends plus de temps. Oui, mais est-ce que ça fait pas partie des règles du jeu, de ton milieu, ça? Et que du coup, c'est toujours pareil. En fait, y a des règles du jeu. Enfin, moi, je me plaindrai jamais en fait d'un comportement que moi j'utilise aussi. C'est-à-dire que si demain, en fait, moi, je me mets à piquer l'affaire de quelqu'un, si on me pique une affaire, je vais dire c'est de bonne guerre. Tu vois, et je vais pas me mettre à l'envers, à me dire voilà, je me dis c'est les règles du jeu. Ok, on est dans les règles du jeu. Voilà, parce que je connais aussi le caractère versatile de l'homme aussi, et je reste un gentil, mais je reste aussi lucide. Donc, par moment, en fait, à un moment donné, s'il y a une affaire à prendre et que je sais que ça joue un peu des coudes, je vais la prendre avec force. Ouais. Ce qui a fait ma force, ce qui fait que je réussis aussi aujourd'hui, c'est parce que quand même, on m'enlève pas le buffet de la bouche quand même. Hein. Oui, voilà. Très gentil. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, tu ne viens pas te frotter à moi. Et tu peux arriver tout gentiment. Je vais te dire, viens à côté, viens derrière, et je vais t'apprendre si tu veux. Et si tu veux un bout, je vais peut-être moi choisir de t'en donner un bout. Mais si je décide et si je veux, maintenant, essayer de me piquer le beefsteak dans la bouche, je l'ai quand même. Hein. Donc, tu vas pas me le prendre comme ça. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi montrer les dents. Je veux dire, faut savoir montrer le dragon qui est en toi, en fait. Alors attends, je regarde. On vous perd. Ah, ça marche plus, je crois. Une seconde. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Hein. Tout est bon pour moi. Ça bug. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous liker, partager? Dites-moi si vous m'entendez encore. Je suis désolé, je coupe tout, mais bon, voilà. J'ai l'impression que ça bug. Pour moi, tout marche. Je sais pas si ça marche. Attendez, je vais rafraîchir quand même. Désolé, Yannick, hein, mais. Est-ce que tu peux mettre le réseau avec Ecam? Peut-être que c'est ton réseau qui a du mal.
Non, non, il est bon. Hein. Tu as normalement tu as une fenêtre avec ton réseau. Tu vois l'état de ton réseau sur Ecam. Je le vois, mais attends, non, je crois pas que je le vois. Attends, je vais aller voir s'il n'y a pas une autre vidéo qui s'est lancée par hasard. Non, 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 c'est tout bon pour moi. Validez que vous m'entendez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. On va... Ah si, ça, c'est en train de... La vidéo est bloquée. Ah ouais, la vidéo est bloquée, effectivement. Ah ouais, il y a un problème. Là, ça a bloqué. Alors, attends, pourtant, Ecam tourne. Hein. Sur YouTube, plus rien, Nico. Sur Facebook, mais on n'a pas ton interlocuteur. Alors, attends. Si tu vas sur Options Stream Size, sur ton Ecam. Alors, attends, Ecam... Pourtant, là, je suis en live avec Ecam. Alors, attends, ce qu'on va faire, c'est que c'est good. Ça y est, c'est revenu. Ah, ok. C'est bon, allez, c'est bon, ça a sauté. Je sais pas, il doit y avoir du monde sur le réseau. Ça vient de revenir. Bon, ben voilà, tant mieux. Désolé, les amis. Ben, likez, partagez. Hein. Bon, je reprends les questions parce que ce qui m'embêtait, c'était de perdre les questions, en fait. C'est ça que je... Alors, attends, hein, parce qu'on en a raté pas mal. Alors, Michael, là, ça, c'est moi qui vais répondre, hein, Yannick. Michael nous dit, donc, il y a plein d'agents immobiliers, mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas les affaires que les investisseurs recherchent. Donc, tu le sais pas, Yannick, mais nous, on est en train de monter pas un réseau, on est en train de monter un service de gestion pour les investisseurs. Donc, voilà. Alors, ok, tous, mais quand même, on a déjà fait, c'est que je suis dans la position d'accord, développement, non, attends, je reprends les questions, je les cherche, parce qu'il y en a eu quelques-unes, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Attends, hein. Pour immeuble que j'ai rentré et que j'aurais acheté et je l'ai financé en ce moment. Bon, attends, c'est pas ça, je passe, attends, excuse-moi. Ok, oui, alors ils connaissaient Borg, hein. Ils sont pas comme moi, tu vois, au moins il y a des gens cultivés dans le chat, c'est pas mon cas. Prenez le film, regardez le film qui s'appelle McEnroe, je crois qu'il s'appelle le film McEnroe, il me semble, et qui est un très beau film et qui, vous allez comprendre tout ce que je dis. D'accord, c'est un film, genre, il est sur Netflix ou pas? Je crois pas sur Netflix parce qu'il est assez récent. D'accord. Moi je l'ai acheté sur Apple TV. D'accord. Sur Apple TV, McEnroe, je vais te donner le nom. McEnroe. Ouais, ça m'intéresse parce que c'est vrai que j'aime bien les histoires réelles comme ça, c'est toujours intéressant. Et il s'appelle Borg McEnroe, le film. Alors, il y a Gary qui dit quelque chose d'hyper intéressant, je trouve, il nuance tes propos. Il dit, je pense qu'il faut rester sympa, courtois, poli, souriant, mais pas gentil. Alors ça, c'est vraiment le cœur de ton sujet, hein. Mais pas gentil. Report de loyer qu'ils deviennent... Parce qu'en fait, il dit que du coup, si tu es gentil, les gens vont avoir tendance à profiter de toi. Report de loyer qui deviennent des amis, qu'on aille en voyage ensemble, etc. Alors, je ne sais pas si je peux en parler. Je crois que tu écris un bouquin d'ailleurs sur ce sujet. Alors, je ne sais pas s'il est sorti. Voilà. Non, les éditeurs en plus vont le reporter parce qu'à cause du Covid, en fait, il devait sortir en septembre-novembre pour la journée de la gentillesse. D'accord. En fait, elle m'a dit, ils vont tout faire pour. Hein. Elle m'a dit, mais on a un tel embouteillage que du coup, ils ont peur que ça nuise à la promo du livre. Mais bon. Bon, donc du coup, c'est ton sujet, c'est intéressant. Est-ce que tu nuancerais la gentillesse ou pas du coup? Alors, je trouve ça très intéressant et c'est une très belle, c'est une très bonne question. Tu le remercieras en tout cas pour cette question-là. Déjà, c'est quelle définition lui donne au gentil, en fait. Là, de ce que j'entends, en fait, il donne la définition du gentil qui est un faible. Donc, être un gentil ne t'exclut pas d'être quelqu'un d'affirmé. Je pense profondément que Nicolas Popovic est quelqu'un de profondément gentil. Je pense aussi que c'est quelqu'un de profondément affirmé. Et donc, il est capable, en fait, de taper du poing sur la table, de dire, oh, là, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et d'être combatif. Donc, la gentillesse est un fabuleux refuge, et le mot gentillesse est un mot qui est un mot refuge pour manque d'affirmation. Je me cache derrière mes peurs, mes croyances et tout ça. Donc en fait, c'est pas parce que tu vas dire à ton locataire ce mois-ci tu me payes ou je fais un recours et que tu es ferme là-dessus que tu n'es pas un gentil. Hein. Parce que ton locataire, qui est le gentil et le méchant dans l'histoire? Hein. Je veux dire, à un moment donné, tu as un locataire, qui est le mec, en fait, il s'engage à te payer. En fait, pour quelle raison ce serait toi qui paierais pas et pas d'autres personnes? Moi, je serais propriétaire, je n'ai pas de bien, je serais propriétaire si je connaissais en fait la propriétaire et que c'était mon ami. Elle me dirait, ouais, t'es mon ami. Je dis, toi, t'es mon ami. Pour quelle raison? Tu veux jouer à ça? Je vais jouer à ça. Je veux dire, c'est que, attends, excuse-moi, qui est ton ami? C'est normal que moi je te paye ton loyer? Après, que quelqu'un, et ça m'est arrivé, hein, que quelqu'un me dise. Pour mes formations, j'en vends plein, j'ai beaucoup de clients, que pour mes formations, quelqu'un me dise « Putain merde Yannick, je suis désolé, je peux pas te payer ce mois-ci, est-ce que tu veux bien que je te paye le mois prochain ?» Si le mec vient avec une solution, il est droit, il est correct, je réfléchis même pas de problème, vas-y, pas de problème, je le fais. J'ai même
il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, qui est venu me voir en me disant, ça m'est arrivé, la première année, ça m'est arrivé 4-5 fois. Et je me suis dit, je paye pour voir. C'est-à-dire que moi, je paye pour voir. J'aime payer pour voir. Et il y a, je crois que la première année, c'était 5 personnes qui m'ont dit, Yannick, je peux pas te payer la formation. En tout cas, où je suis obligé d'arrêter. Alors, soit c'était où je suis obligé d'arrêter le paiement, ou je peux pas te payer la formation, mais je te la paierai. En fait, la formation, je te la paierai. Voilà, mais j'en ai besoin, donc je suis désolé. Soit je suis obligé de quitter la formation, soit je peux y laisser l'accès. Tu peux m'y laisser l'accès et je te paierai quand je pourrai. Et j'ai fait le choix d'être super cool là-dessus et de dire, écoute, tu sais quoi, je vais te faire confiance. Je vais payer pour voir. Et je dis à la personne ça. Je dis, tu sais quoi, j'ai pas besoin que tu me payes. C'est toi et toi avec tes valeurs et ta conscience. Donc voilà, j'ai pas besoin que tu me payes. Par contre, je te fais confiance et je te laisse accès à la formation, à tout l'ensemble. En fait, tu renverses la situation. Et je remets la responsabilité. Tu sais quoi, je te donne la responsabilité de ta conscience à toi. De savoir si tu vas me payer ou pas. C'est toi, ok? Moi, je te fais confiance. Donc, ok, je vais te donner ça. Mais attention, je te mets cette responsabilité-là dessus. Tu me dois cet argent-là, ok? Et après, c'est quoi cette conscience? S'il faut demain, tu vas peut-être jamais me payer. Et tu sais quoi? Je vais pas t'envoyer un huissier, d'accord? Par contre, tu me le fais un mois, tu me le fais 2 fois, là, l'huissier, il est devant ta gueule, hein, si c'est machin. Mais par contre, voilà, je te dis, ok, d'accord, je te le dis. Et tu sais quoi? Il y a une seule personne qui ne m'a pas remboursé. Ouais, c'est-à-dire que sur 5, il y en a 4. Il y en a 4, j'ai un impayé. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut pas plus le coup de faire ça? Oui, c'est sûr. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Maintenant, les circonstances, en moyen où on te paye tous les mois, si les mecs ne te payent pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est différent. Hein. Moi, là, et puis, je veux dire, moi, des formations, j'ai 2000 clients sur la NBS. Si tu prends la NBS, j'ai 2000 clients. Sur les 2000 clients que j'ai de la NBS, si j'en ai un qui ne paye pas un mois. Oui, non, mais c'est sûr. Après. C'est-à-dire, ça va pas moins. Si tu as un appartement, que tu as des traites qui courent, que tu as ton machin, bon là c'est un peu plus tendu. On est d'accord, okay, on est d'accord. Moi je la jouerai ferme. Je dirais, attends, voilà, je joue pas. Oui, donc c'est encore une fois, tu adaptes à la situation. Mais rien à voir avec la gentillesse. Ouais, d'accord. On va finir. Pour finir, on va parler des événements. J'ai vraiment envie qu'on aborde un peu ce sujet, même si ça ne les touche pas directement. Juste avant qu'on parle de ça, on va parler un peu de l'investissement. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu n'avais jamais investi dans l'immobilier. Je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse. J'avais acheté ma maison et tout ça. Ouais. Et j'ai acheté des locaux avec Nico, que tu connais. Ouais. Clément. Donc oui, j'ai quand même. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer qu'est-ce qui t'intéresse dans l'investissement immobilier? C'est intéressant, je trouve, quelqu'un comme toi qui du coup t'y intéresse quand même d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu regardes et pourquoi tu t'orienterais vers l'immobilier? Là, du coup, je suis en train de m'y pencher très sérieusement, en fait, de plus en plus. Est-ce que j'achète ma résidence principale? Est-ce que j'en profite pour acheter un bien, un bien pour le louer et en faire un truc? C'est le cas peut-être de mon appartement d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, en fait, en tout cas, dans la situation dans laquelle je suis actuellement, je sais que toi, tu me dirais, non, reste en location et achète une maison, mais j'ai besoin de recevoir les gens, j'ai envie d'avoir une belle maison, c'est moi, c'est mon truc à moi en fait, parce que ça me manque aujourd'hui très fort. Mais voilà, en tout cas moi ce qui m'intéresse c'est la rentabilité directe si j'achète un bien, c'est-à-dire que c'est pas genre moi ce qui me gonfle avec l'immobilier et qui m'exaspère en fait quand j'en parle, c'est genre oui tu payes mais ton crédit te coûte plus cher que tes loyers, ça me casse les couilles. Je te le dis, ça me fait chier. Non, j'investis, non seulement j'immobilise de l'argent, je mets de l'effort d'épargne supplémentaire, ça me fait chier. Voilà, même si je sais qu'à long terme, c'est rigolo, depuis tout à l'heure je vous parle de long terme, mais moi dans l'immobilier, j'arrive pas à lâcher. Je suis là, non, je veux pas. Tu vois, je suis un peu con. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est le coup de fusil. Moi, je cherche le coup de fusil. Ouais, tu cherches le coup de fusil. Je vais acheter un truc à tel prix et je vais trouver le moyen donc le Airbnb m'intéresse pour ça. Ah d'accord. Et comment tu envisages d'acheter? Comment j'envisage d'acheter? Avec un professionnel du coup ou tout seul? Bon là non, là je suis vraiment tout seul, là, je regarde mes trucs. Et par contre, si j'ai un bien qui me plaît, que je sens le truc là, à ce moment-là, ouais, j'aurais peut-être envie de le faire avec un professionnel, quelqu'un qui va m'aider, m'aider à trouver quelqu'un pour la gestion, pour tout ça, ouais, peut-être, pourquoi pas. Et tu vas acheter, et tu vas te former ou pas? Moi, je suis prêt à être accompagné, mais pas formé. D'accord, ok. C'est-à-dire que être accompagné,
ça me va bien parce que avoir les conseils de quelqu'un, que quelqu'un analyse mon truc, me dise ah là tu fais une affaire, là tu fais pas une affaire, attention, t'as la rentabilité là, les tableaux, qui m'apprennent ce genre de truc là, je suis prêt à passer du temps pour ça. Maintenant, je suis pas prêt à passer du temps devant une formation, en fait, à me former de une formation en ligne pour apprendre comment acheter un machin. Je suis pas prêt à le faire, j'ai trop peu de temps pour ça. D'accord, c'est intéressant aussi. Voilà. Comme j'ai un peu d'argent, je préfère. Ouais, tu préfères mais c'est normal, tu compenses le temps que, le temps que t'as pas, tu le compenses par, c'est de la logique. Il y a Stéphane qui te donne un conseil, il te dit réfléchis en ce moment avant de faire du Airbnb quand même. Hein. Oui. Il a raison. Et justement, je me dis, parce qu'on va pas être confiné toute notre vie, en fait, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de meilleur moment que d'acheter que la période justement qui va suivre là, qui va suivre probablement une baisse de l'immobilier, me semble-t-il, peut-être. En tout cas, ça serait probable. En tout cas, pas mal d'analystes qui connaissent beaucoup mieux les chiffres que moi s'accordent à dire qu'il peut y avoir une baisse qui va arriver, une hausse des taux d'intérêt, peut-être une baisse de l'immobilier. Alors en fait, le taux directeur va continuer à baisser, mais les banques vont augmenter comment on appelle leur marge en fait. Elles vont augmenter leur taux. Ça c'est déjà le cas. Après, je pense que le crash a commencé le vrai crash a commencé que lundi. C'est encore tôt pour voir. Réellement ce qui va se passer. Mais on va en parler sur la fin. On arrive à la fin de toute façon. J'aimerais bien qu'on parle un peu parce que moi, alors pourquoi je suis allé vers Yannick au départ. Enfin, Yannick, on s'est rencontré parce que je l'ai contacté pour une interview et je suis allé vers lui parce qu'en fait, Yannick, vous l'avez compris, il organise des événements. C'est pas au Sud ? Non. On a la première fois qu'on s'est rencontré, c'est au travers d'une interview directe. Ah putain, d'accord. Wow. J'étais venu te voir dans tes bureaux. Tu étais directeur à cette époque. Directeur général, c'est vrai. C'est là qu'on s'est connus en fait. Et j'étais allé vers toi parce que il y avait une caractéristique qui est toujours ta caractéristique d'ailleurs, que je trouve intéressante et dont j'ai envie qu'un peu ils entendent parler parce que ça change un peu des sujets habituels. Enfin, moi je te voyais de l'extérieur comme un mec qui faisait des séminaires. Je te voyais comme un mec qui parlait sur scène en fait. Oui. Et tu organises des événements. Et je trouve, pour moi en avoir organisé, maintenant j'ai arrêté d'en faire, mais pour en avoir organisé, je trouve que l'organisation d'événements, elle a des liens avec l'investissement immobilier dans le sens où tu vas immobiliser une somme d'argent et tu vas pouvoir rentrer dans ta somme qu'une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'événement réalisé complet. C'est-à-dire que si personne ne vient dans l'événement, et c'est possible, s'il n'y a personne dans l'événement, tu ne rentres pas dans tes frais. Et pour être tout à fait franc, mes 2 premiers événements, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Il a fallu que je m'organise autrement pour arriver à grossir sur les autres qui ont suivi. Beaucoup plus sûr, je pense que de miser sur de l'immobilier. Je pense que miser sur de l'événement, me semble-t-il. Bizarrement, pour avoir… Événementiel pur, hein, j'entends. Oui, moi, je sais pas que c'est le pur. Oui. Moi, je vends de la formation dans laquelle tu as un événement. On est d'accord. C'est encore différent. Mais en fait, événementiel pur, moi, je lançais juste un séminaire et j'étais tout seul sur les 2 premiers. Après, on était 2. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est comme de l'immobilier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même une somme qui s'immobilise et tu n'as aucun moyen de savoir. Il y a un laps de temps qui s'écoule durant lequel c'est… voilà. Et tu peux savoir quand tu as perdu, par contre. Ah oui. Tu peux le savoir. Alors que dans l'immobilier, on te dit non, mais t'inquiète, garde-le, et ça va aller. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une différence fondamentale. C'est qu'à l'arrivée, l'immobilier, tu as toujours quelque chose. Même si tu perds de l'argent, il te reste une chose. Donc, on va dire que tu peux pleurer, mais là, tu peux être avec un trou, quoi. Enfin, avec un. Oui, c'est ça la différence pour moi. En tout cas, c'est que une organisation d'événements pure et sec, si tu as le monde qui se déplace pas, si tu vends pas les billets, c'est sûr que tu es cuit. Voilà. T'es cuit. D'où l'intérêt de mettre toutes les chances de ton côté quand tu organises un événement, de mettre des mecs bankable, de mettre voilà, et c'est ça en fait tout le défi que l'on a quand on crée un événement en fait pur, qui est de l'événement pur comme la journée de l'audace là-dessus où j'ai déjà laissé des plumes moi sur la journée de l'audace sur un événement comme la journée de l'audace typiquement, c'est tout le truc d'entre te dire putain j'ai envie de faire découvrir des gens qui sont exceptionnels, que j'aime, que je connais, que je trouve incroyable. D'ailleurs, tu as fait partie des speakers. Oui, tout à fait. Je t'en remercie. Ouais, moi, je t'en remercie. Ça aussi, merci à toi. Et c'est rigolo. Tu as fait partie des événements, des personnes, des speakers à la journée d'audace. Et donc, du coup, tu fais venir des gens en qui tu crois profondément, mais qui ne sont pas forcément bankable. Ce qui est le cas de chacun d'entre nous. Hein. Quand je parle de quelqu'un bankable, c'est-à-dire que rien qu'à son seul nom, tu as envie de venir à l'événement. Et puis, j'avais fait venir là, tu vois, Grishka Bogdanov, qui était donc une célébrité de la télévision. Pour remplir un peu la salle, tu vois. Donc, du coup, moi, j'aime bien, en fait, équilibrer les deux. C'est un peu le modèle de Honda. Et à côté, il trouve un modèle. Ouais, je comprends. C'est un petit peu ce modèle-là, moi, que j'avais pris pour me dire, bah, tiens, au moins, tu prends du bankable. Ça...
tu investis dans ta salle, mais tu investis aussi dans ton bankable qui te fait venir les gens ou dans ton audience. Et alors, moi, c'est l'aspect. Alors, tu sais que nous, ici, on est des investisseurs. J'ai juste envie que tu parles un peu de l'aspect financier. Comment tu as géré? Parce que ce qui est intéressant avec toi et la journée de l'audace, c'est que ça a monté crescendo. Comment émotionnellement tu as géré un investissement qui n'a jamais cessé de grossir? Parce que j'ai un peu vécu la même chose au travers de mes événements. Le chèque arrêtait pas de grossir. Du coup, ta question grossit avec le chèque parce que du coup, voilà, tu te dis est-ce que je vais arriver à au moins couvrir les frais? Comment on gère ça émotionnellement? Alors, je pense que ça se joue exactement à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'enjeu et en fait à la notion que aujourd'hui, l'événement de la Neuro Business School me coûte 250 000 euros. Ma première journée d'audace, ça m'en a coûté 2000. On n'est pas dans les mêmes rapports, mais on n'est pas non plus dans les mêmes rapports de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis à 1,7 million, presque 2 millions de chiffre d'affaires. Un investissement de 250 000 euros n'est pas le même enjeu que si je faisais 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc moi, je ne mise pas ma vie dessus. Tu vois, donc il y a ce premier élément. Et ce deuxième élément, c'est le décalage entre la vente et le moment où les gens se retrouvent dans la salle. Où du coup, mon risque de 250 000 euros est diminué. Parce que moi, je verse des arts, mais je paye aussi un peu au dernier moment. Donc, si ça se passe mal, j'ai pas perdu 250 000 euros, j'ai perdu 70 000, 100 000 euros peut-être. Et ok, je suis capable de perdre 100 000 euros, c'est pas grave. Ça fait partie de mon jeu d'entrepreneur. Donc, si j'avais que 100 000 euros, je me dirais, t'es fou, le fais pas. Ce que j'ai un peu fait au début. Et là, si je suis très honnête avec vous, les amis, le premier lancement que j'ai fait, j'ai misé 25 000 euros. Je les avais quasiment pas, les 25 000 euros. Et je les ai misés quand même. Ça a marché. Parce que j'y croyais tellement et que j'avais tellement bordé le truc que je me suis dit ça va marcher. J'ai été un peu fou et probablement que je me suis un peu mis en danger. C'est pas grave. J'ai pris le risque, mais c'est moi. Mais je conseille jamais ça. Mais bizarrement, tous les gens que je connais qui réussissent un peu ont un jour fait ça dans leur vie. T'es obligé de. Moi, je fais souvent tapis sur des opérations immobilières et j'aime bien ta façon d'en parler parce que c'est très vrai en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de te sauter dans le grand bain. Et est-ce que et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça a été plus compliqué finalement pour toi de miser ces 25 000 euros que tu n'avais pas que de miser les 250 que tu es capable de perdre aujourd'hui? Oh, c'est plus facile les 250 aujourd'hui, c'est certain. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Mais parce que au-delà du fait qu'il y a un aspect arithmétique qui fait que tu as un chiffre d'affaires qui correspond machin, et si je prends 200, je vous le dis, ça va vraiment me faire mal au cul. Mais ceci dit, je suis un peu plus entraîné émotionnellement à gérer ça aussi. Parce que tu sais, je pense que tu as un jeu émotionnel qui est, dans tes affaires, dans toute négociation, tu as un jeu émotionnel à savoir gérer. Si tu veux jouer, tu as une maison que tu veux et tu te dis « Ah, c'est celle-là que je veux, je la 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 veux », ben évidemment que tu vas être mauvais à la négo. Parce que du coup, tu vas mettre de l'enjeu. Alors que si tu sais que tu as 10 coups derrière, en fait, et qu'elle fait partie d'un ensemble de coups que tu as à faire, ben quand tu vas aller en négo, tu te dis je la veux, mais pas tant que ça. Donc du coup, tu es capable d'être plus à l'aise en fait dans ta négo, parce que du coup, tu vas dire voilà, et puis des fois, une négo gagnée, c'est une négo perdue. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas dire, mais moi, je suis très fataliste dans ces trucs-là. Des fois, je me dis, t'as pas eu l'affaire, c'est qu'il y a une raison. Et que c'est comme ça que ça devait pas se faire et t'en auras une meilleure. Et à chaque fois, ça s'est révélé vrai. À chaque fois. C'est très ésotérique ce que je te dis. Mais je te jure qu'à chaque fois, ça s'est. Et je connais ce genre de raisonnement, je trouve ça intéressant. Je vais voir s'il y a des questions. Si vous en avez à lui poser, en tout cas, posez-lui maintenant. Je vais juste finir en te parlant rapidement maintenant de la crise actuelle. Comment tu vois un peu tout ce qui se passe? Parce que bon, on ne peut pas non plus éluder la situation. Comment tu vois tout ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis? Alors après, global, tu n'es pas docteur, moi non plus. J'ai juste envie d'avoir ton avis général sur tout ça, quoi. Une opinion, parce que. Ouais, voilà. Bon, mon opinion par rapport aux enjeux mondiaux et à machin, je suis pas Madame Soleil. Mais moi, comme je le vois, je ne suis pas très inquiet pour mon business personnellement, parce que j'ai déjà appris à tout digitaliser, moi. Donc voilà, je vois. Tu sais, crise en chinois, c'est 2 mots: danger, opportunité. Oui, c'est ça, c'est ça. Chinois. Je vois beaucoup plus l'opportunité, et je crois que c'est à ceux qui verront et qui se. En fait, il y a 2 choses. Un, je vois l'opportunité. Déjà, je vois les opportunités. C'est que je vois que les centres de formation m'appellent pour me dire comment tu fais pour digitaliser, comment tu fais. Donc déjà, moi, j'ai du levier de business par rapport à ça. Oui, déjà, premier point. Second point, souvent, en fait, on est tellement dans une idée de vouloir maîtriser tout l'avenir
que du coup, en fait, on en oublie de faire confiance en fait au nous du futur. C'est vrai. Et je crois que il y a des situations dans lesquelles je vais me retrouver dans peut-être 6 mois que j'aurais pas prévu aujourd'hui et dont je vais devoir faire appel à ma créativité, à mon intelligence pour pouvoir m'en sortir. Plutôt que d'avoir peur de cette situation, je préfère me dire, quand elle arrivera, elle arrivera et je me démerderai. Donc, je fais confiance à mon moi du futur. Je crois que ça, c'est un élément, en tout cas, de conseil que je peux vous donner. Faites confiance à votre vous du futur parce qu'il se débrouillera toujours pour trouver des solutions. Et il y a des gens qui sont très cataclysmiques, qui sont très, il va y avoir un cataclysme, il va y avoir un truc de fou, il va y avoir un machin, un truc de dingue. Ils achètent des éoliennes pour être complètement autonomes. Ils voient Mad Max. Okay. C'est vrai. La vérité, Mad Max, pas demain, quand même. Ouais, c'est un film. Hein. Ça reste un film. J'y suis pas demain. Et puis, si demain je suis confronté à Mad Max, je vais faire confiance à mon Yannick du futur. Je sais qu'il est malin, qu'il est intelligent. Je vois pourquoi, aujourd'hui, dans la population dans laquelle je suis quelqu'un de plutôt malin, qui tire plutôt son épingle du jeu, je la tirerai pas dans la période de Mad Max. Voilà. Donc du coup, voilà. Et le tout, c'est d'être souple. Et de se dire, tu sais, à un moment donné, c'est comment est-ce que tu es souple? Probablement que la crise va bouleverser l'ordre établi. Mais l'ordre établi va se défaire, et celui qui est le plus souple et qui arrête de s'accrocher à l'ordre du passé et qui voit l'ordre du nouveau, qui dit ok, c'est tout démoli, comment on reconstruit, ok, et qui va savoir être malléable là-dessus et arrêter de pleurer sur son sort de ce qu'il a perdu, va s'en sortir. Je pense que c'est celui qui s'en sortira le plus. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a alors attends, c'est qui nous pose oui, voilà, Tous Millionnaires qui nous demande si tu penses que les modes de consommation vont évoluer suite à ça. Je pense qu'il va y avoir un gros pic. C'est une opinion, hein, donc ça vaut rien, ok. Mais voilà, mais mon opinion qui ne vaut rien te dit que, à mon avis, il va y avoir un reboom d'activité dès que le confinement va se terminer. Les gens sont tellement frustrés d'être chez eux que du coup, je pense qu'il va y avoir même trop. On va avoir une overdose et je pense même une indigestion de consommation juste après que le confinement sera passé. Et après, on va avoir un rebond, une redescente en fait qui sera peut-être un peu plus même drastique et beaucoup plus dure par la suite. Voilà. Mais je pense qu'il va y avoir un rebond. Juste à un moment-là, on le maîtrise pas ce rebond, mais je pense que les gens de l'événementiel vont le vivre. Ouais. Ça compensera certainement pas leur perte, mais en tout cas, ils vont avoir une belle embellie à ce moment-là. Après, à eux d'être suffisamment bons pour gérer la rechute, parce que automatiquement, je pense qu'il y aura une rechute qui sera peut-être un peu plus importante. Et après, il y aura peut-être, ça remontera, mais doucement. Et ça va stabiliser. On aura du chaos. Et puis après, ça va se restabiliser. Les cartes vont être redistribuées de toute manière. Bon, ça me semble. Bon, écoute Yannick, merci beaucoup. Rapidement, parce qu'il y en a qui l'ont demandé, où est-ce qu'on peut te trouver alors, s'il y en a qui veulent te connaître. Tu tapes Yannick Alain sur Google, tu vas tomber sur mon site internet, tu vas tomber sur la Neurobusiness School. Tu tapes Neurobusiness School si tu veux savoir un petit peu ce que je fais. Je fais pas beaucoup de vidéos sur internet. Tu me suis un peu sur Facebook et sur YouTube. Je vais en refaire très bientôt et je me suis équipé techniquement justement avec un titre très humble avec lequel je suis auto-proclamé guide suprême intergalactique. Voilà, Siri m'appelle autrement, tiens. Siri, comment je m'appelle? Non, elle veut pas là, elle est timide. Il veut pas parce qu'il parle avec le téléphone, mais en fait, en tout cas, c'est très drôle en fait parce que je me suis appelé Illustre Majesté Empereur Suprême. C'est ma manière à moi de me la péter à l'américaine. Mais voilà, mais tu tapes Yannick Alain sur internet, tu vas me trouver. Neurobusiness School sur internet, tu vas me trouver. Tu tapes sur Facebook, sur YouTube, je poste pas énormément, mais ça va changer. Donc là, je devrais envoyer. Donc voilà, si tu as envie en tout cas de me suivre, si ce que je partage te plaît, écoute, vas-y, si tu veux savoir quand est-ce que sort le livre Les gentils méritent aussi de réussir. Voilà que je suis en train de préparer, voilà qui sera édité chez Alizio d'ici la fin de l'année ou quand le confinement le voudra. Du coup voilà, on sera pas mal et puis voilà les amis, vous allez me trouver. Ça va. Bon c'est super. Merci à tous d'être là. Demain, il y a Olivier Seban et vendredi, il y a François Denis pour le Bitcoin. Yannick, merci et je dis au revoir à tout le monde. À très bientôt. Merci pour votre intérêt, merci pour toi, merci de m'avoir posé toutes ces questions qui étaient intelligentes. Même ceux que tu avais l'impression de piège, je les ai trouvés géniales. Donc merci. Merci. C'est un superbe intervieweur. Merci. Je t'embrasse, je vous embrasse à tous. Merci encore. Je vous envoie du love. Pam, parce que je suis comme ça, je suis un gentil.